Allez, je te propose une petite vidéo synthèse sur le chapitre des énergies cinétiques, potentiel, pesanteur, mécanique, travail des forces. En physique, ce chapitre qu'on peut appeler aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Et comme d'habitude, je vais te définir les notions au fur et à mesure, te les expliquer le plus simplement possible, et puis t'amener les choses qu'il faut que tu connaisses tranquillement. Voilà, un petit cours synthèse tranquille. Donc, système en mouvement. Déjà, il faut que tu saches que quand un système est en mouvement, il possède une vitesse. Système de masse m, un système de masse m en mouvement. Il possède une vitesse que je vais appeler v. Et du fait de sa vitesse, il possède une énergie qu'on va nommer l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, notée EC, se calcule par cette formule. 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. Donc la masse est exprimée en kilogrammes, la vitesse est exprimée en mètres par seconde, et l'énergie est exprimée en joules. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique d'un système. Imagine par exemple une voiture de masse m à 50 km/h. Cette voiture possède une énergie cinétique que tu peux calculer par la relation. Ok? Donc énergie cinétique, ça c'est fait. Ensuite, énergie potentielle pesanteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Énergie, alors j'écris énergie potentielle de pesanteur. Quand tu considères des altitudes sur un axe OZ, donc des altitudes par rapport à une référence, le sol par exemple, tu vois ça représente le sol, et que tu prends un système ici au niveau du point A, d'altitude ZA, alors ton système possède une énergie, elle est emmagasinée en lui, potentiellement il a la possibilité d'utiliser cette énergie. Exemple, mon stylo possède une énergie par rapport à la référence du sol. Z égale 0 au niveau de mon sol, et là le stylo dans ma main. Si je lâche le stylo, tu comprends bien qu'il va tomber et qu'il va prendre de la vitesse. Éventuellement, en tombant au sol, il va se casser. Ça veut dire qu'il a effectivement de l'énergie, là tout de suite maintenant. Elle n'est pas utilisée parce qu'elle est emmagasinée, mais non utilisée parce que je tiens le stylo. Dès que je lâche, il tombe et là il utilise cette énergie potentielle. Cette énergie potentielle de pesanteur, on va la noter EPP. Tu la calcules par la relation mgz. Voilà, z étant l'altitude de ton système à l'endroit considéré. 1, 2, mgz. EPP égale mgz. Donc m, c'est toujours la masse en kilogrammes. G, c'est l'intensité de la pesanteur en mètres secondes moins 2. Tu peux aussi utiliser l'unité newton par kilogramme. Et puis Z, c'est l'altitude de ton système en mètres. Ok? Donc EPP en joules. Ce que j'ai marqué tout à l'heure, ouais, EC en joules, c'est bon, j'ai eu. Donc ça, c'est l'énergie potentielle pesanteur. Dernière énergie qui caractérise le système, c'est l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies précédentes. En ce qui nous concerne, on considérera que c'est énergie cinétique plus énergie potentielle pesanteur. Ok? Donc tout ça s'exprime en joules, bien évidemment. Alors maintenant, tu peux te demander d'où peut provenir l'énergie d'un système. Par exemple, une voiture en mouvement, une voiture qui roule, voilà, tu as le moteur en marche, tu roules sur la route, etc. D'où vient l'énergie? Bah ça, c'est ce qu'on va appeler le travail des forces. Alors, travail des forces, c'est ça qui va nous permettre de comprendre les notions de transfert d'énergie. Donc, tu as une voiture sur un sol. Tiens, je vais même faire un truc un peu penché. Hop, la voiture, elle est en pente. Voilà. La voiture est soumise à la force de traction. La force de traction du moteur. Et puis, elle se déplace du point A qui est ici jusqu'au point B qui est là-bas. Suivant ce vecteur AB que j'appellerai le vecteur déplacement. AB égale vecteur déplacement. Alors, je te dis que la force exercée par le moteur
sur les roues, donc la force de traction ou de propulsion exercée par le moteur sur la voiture, du coup, elle elle transfère de l'énergie au système, donc la voiture, et cette énergie, déjà je la note WF, donc W comme work en anglais qui signifie travail, donc travail des forces, on retrouve la notation work qui signifie travail, le travail de la force F de A à B sur le trajet AB. Je le calcule en faisant, alors j'espère que tu as fait le produit scalaire en maths. Si tu n'as pas fait le produit scalaire en maths, je t'invite fortement à regarder mes vidéos sur le produit scalaire, parce qu'en fait le travail de la force de F se calcule par le produit scalaire F scalaire AB. Et un produit scalaire se calcule par la relation, ça peut se calculer avec la relation du cosinus. Donc le cosinus, enfin l'angle alpha, je vais te dire où est-ce qu'il est situé, l'angle alpha dans le cas général. Si tu considères un déplacement AB comme ça là, et une force appliquée F comme ça par exemple, force appliquée sur ton système, l'angle alpha c'est l'angle formé par la force et le vecteur déplacement. Et on utilise le cosinus de cet angle alpha dans la relation que je viens de t'écrire qui nous sert à calculer le travail de la force grand F sur le trajet AB. Ok? Donc F, la force elle est en newton, AB le déplacement il est en mètres, alpha il est en degrés, et puis le travail de la force que tu vas calculer il va être en joules. Donc voilà comment on calcule le travail d'une force. Il faut faire un produit scalaire entre la force, le vecteur force et le vecteur déplacement. Petite parenthèse, si l'angle alpha est compris entre 0 degré et 90 degrés, 90 degrés exclus, alors le cosinus de l'angle alpha va être positif. Donc pareil, j'espère que tu as fait la trigo pour comprendre ce que je te dis là. Si ton angle est compris entre 0 et 90 degrés, tu es ici en fait. 90 degrés exclus, hein, donc je ne vais pas jusqu'à 90 degrés. Et tous les cosinus que tu vas lire ici, ils sont positifs. Tu vois? Donc là, dans ce qui se passe dans ce cas-là, tu vois le travail de la force, c'est F, la force, fois le déplacement, fois le cosinus. Bon bah si tout le monde est positif là, ça te fait un travail positif. Et on dit que la force dans ce cas-là, elle est motrice. Elle fournit du travail au système. Elle fournit de l'énergie au système. Ensuite, si jamais ton angle il vaut 90 degrés, le cosinus de 90 degrés, ça te fait 0. Donc si tu veux un schéma pour voir à quoi ça correspond, imagine que tu as le vecteur déplacement comme ça, et puis là tu as le vecteur force. Là tu as un angle de 90 degrés entre les deux. Le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Et donc dans ce cas-là, le travail de la force, bah, tout simplement, il va être égal à 0. Typiquement, si ta voiture est en panne, tu vas trouver ça con, hein, ce que je veux dire, mais si ta voiture est en panne et que l'axe, la route, elle est comme ça, et que toi tu pousses par le côté, tu vois, tu pousses pas par derrière ou par devant, mais tu pousses sur le côté, sur les portières, tu vas pas faire avancer ta voiture, on est d'accord? Tu la feras pas avancer d'un iota. C'est-à-dire que la force que tu appliques à ta voiture ne sert à rien du tout. Elle ne travaille pas, tu ne transfères pas d'énergie à la voiture. Donc tu as vu, ça sert à ça aussi de faire la fibre. Savoir que si ta voiture est en panne, soit tu la pousses par là, soit tu la tires avec une corde, mais il faut que tu exerces une force dans le sens, dans la même direction que ton déplacement. Ok, alors ça c'était deuxième petite chose. Troisième petite chose, si jamais tu te retrouves avec un angle alpha qui est compris entre 90 degrés et 180 degrés, donc en gros si ton déplacement est comme ça et que ta force elle est plutôt vers l'arrière, tu vois, avec un angle obtus, dans ce cas-là en fait le cosinus il va être négatif et du coup le travail de la force va être négatif. On appelle ça une force résistante. Elle s'oppose
au déplacement et cette force, elle va enlever de l'énergie au système. Ok? Donc voilà, ça c'était pour commencer à parler du travail des forces. Attends, c'est pas fini. Travail des forces, on a déjà dit tout ça. Tu as l'expression du travail dans le cas général, et après tu as trois cas particuliers en fonction de alpha. Quand alpha est compris entre 0 et 90 degrés, tu as une force motrice. Quand alpha égale 90 degrés, tu as une force qui ne travaille pas. J'ai pas écrit, mais là il faudrait mettre force ne travaille pas. Dans ce cas-là, là. Et puis quand alpha est compris entre 90 et 180 degrés, tu as un travail négatif et donc une force résistante. Ok? Donc ça, c'est première chose qu'on dit sur le travail des forces. Maintenant, je vais te donner un exemple de force. Change de page. Alors tout ce que je te raconte là, n'hésite pas à le compléter avec ma fiche synthèse disponible sur mon site. Fiche synthèse disponible sur mon site pour que tu puisses avoir tout ce que je t'ai raconté écrit sur papier quoi. Force conservative. La définition est à connaître. C'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Dont le travail entre A et B ne dépend pas du chemin suivi pour aller de A à B. Le meilleur moyen pour comprendre cette définition, c'est de traiter un exemple. Et l'exemple le plus simple à traiter, c'est le poids. On va traiter l'exemple du poids. Attends, je vais rajouter du chemin suivi entre A et B. Donc je vais traiter l'exemple du poids. Et je vais m'intéresser à une situation que j'invente, tu vois, où je passe d'un point A qui est ici à un point B qui est là. Donc les deux ne sont pas à la même altitude du coup, tu vois. Là j'ai l'axe OZ qui me donne les altitudes. Je me prends une référence, voilà, Z égale 0, considère que c'est le sol si tu veux. Là tu as ZB à peu près, là tu as ZA. Donc imagine qu'on puisse suivre différents chemins pour aller de A à B, par exemple un chemin comme ça, ou un chemin comme ça, ou un chemin comme ça, voilà. Il y a plein de chemins possibles pour aller de A à B. Est-ce que le travail du poids va dépendre du chemin? Je ne sais pas, je vais voir. Donc déjà, je représente le vecteur déplacement, le vecteur AB. Je représente le poids, alors je vais le représenter au point A, mais après il est constant tout au long du déplacement. Ok. Et puis je vais exprimer, et oui, je vais aussi te dire que là j'ai l'angle alpha entre le poids et le déplacement. Je vais exprimer le travail du poids. Donc sache qu'ici je suis en train de te faire une démonstration. Si tu sais la faire, si tu retiens comment on fait et que tu sais la reproduire, ce sera assez cool. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Le poids, du coup, c'est grand P. AB, bah, c'est la distance AB, fois cosinus alpha. Alors, cosinus alpha, est-ce que je peux extraire cos alpha de ma figure? Est-ce que j'ai un moyen d'exprimer cos alpha facilement? Je te propose de considérer un triangle rectangle, ici, tu vois. Et le côté que tu vois là, c'est le côté adjacent à l'angle alpha, du coup. Je vais chercher sa longueur, c'est pas très compliqué. Vu que là, tu as ZA, et ici, tu as ZB. Donc, entre les deux, tu as ZA moins ZB. Tu vois, ça, c'est ZA moins ZB, et c'est la longueur du côté ici. Donc, je vais écrire ZA moins ZB. Voilà, ça, c'est le côté qu'il a. Ensuite, l'hypoténuse, elle a pour longueur AB. Donc, je peux exprimer cos alpha. Cos alpha, en faisant de la trigo, ça te fait côté adjacent, donc ZA moins ZB, sur hypoténuse AB. Et du coup, je vais remplacer cos alpha là dans ma relation. Je vais aussi remplacer le poids. Le poids, c'est M fois G. Ça va avec ça? M fois G. Normalement, tu as déjà rencontré ça. Cos alpha, donc ZA moins ZB sur AB. Tu simplifies et tu regardes ce qu'il te reste. Il te reste uniquement M fois G fois ZA moins ZB. Ça, c'est le travail du poids. M, G, ZA moins ZB. Voilà, ça c'est le travail du poids quand je passe du point A au point B. Et ce que tu constates en fait,
ce que tu constates, c'est que ce travail qu'on vient d'exprimer, il ne dépend absolument pas du chemin suivi entre A et B. Si tu regardes bien, il n'y a rien ici qui corresponde au chemin suivi entre A et B. Parce que ZA, c'est juste l'altitude de départ. ZB, c'est l'altitude d'arrivée. Et c'est les seules choses importantes finalement pour connaître le travail du poids quand tu passes de A à B. Peu importe le chemin par lequel tu passes, tout ce qui t'importe, c'est de savoir l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée, la masse et l'intensité de pesanteur, et tu as ton travail du poids. Ok? Donc typiquement, le poids, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de la position initiale et de la position finale. Ce travail ne dépend que des positions initiales. J'écris ini pour initiale et finale. Donc il est indépendant du chemin suivi. Désolé, j'écris un peu mal, j'essaie de me presser. Indépendant. Enfin, j'essaie de me presser. En même temps, je te fais un cours que tu dois faire en classe, je pense, en 2 semaines. J'essaie de le faire en 25 minutes. C'est pas mal, ça te fait gagner du temps. T'imagines, remarque, ce que tu peux faire en moins d'une demi-heure, que tu fais en tellement longtemps en classe, quoi. C'est un truc de ouf. Alors, du coup, P est une force conservative, on appelle ça. Voilà, c'était pour te montrer l'exemple d'une force conservative. Et ça fait partie des choses de ton cours. Tu dois savoir qu'une force conservative, c'est une force qui ne travaille pas. C'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Et tu dois savoir que le poids est une force conservative. Petite remarque, tu vois, on vient d'établir que le travail du poids, c'est mg ZA moins ZB quand je vais de A à B. Et en fait, si je regardais la variation de l'énergie potentielle pesanteur, tout à l'heure je t'ai donné la formule, entre A et B, ce serait égal à l'énergie potentielle pesanteur en B, donc le final moins l'énergie potentielle en A, final moins initial, ça me ferait mgzb moins mgza. Si tu factorises par mg, ça te fait mgzb moins za. Ça fait exactement l'opposé du travail du poids. Ça, c'est une propriété aussi à connaître. L'opposé, donc moins travail du poids entre A et B. Ok. Donc voilà pour les forces. Force conservative. Qu'est-ce que je vais te raconter d'autre encore? Théorème. Théorème de l'énergie cinétique. Ouais, il faut que je te dise ça. Théorème. Il y a encore deux trucs en gros. Il y a le théorème de l'énergie cinétique et il y a la variation de l'énergie mécanique. Donc le théorème de l'énergie cinétique, il te dit tout simplement que la variation de l'énergie cinétique du système, quand tu passes d'un point A à un point B, tu peux la calculer en faisant la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système quand tu passes de A à B. Tu vois, j'écris somme sur I, ça veut dire toutes les forces FI appliquées au système. Je fais la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système. Ça va te donner la variation de l'énergie cinétique. D'accord? Donc c'est une relation qu'il faut que tu connaisses. Ça peut te servir à déterminer la valeur d'une force, par exemple, force de frottement. Il y a plein de façons d'utiliser cette relation. Et aussi, on sait que la variation de l'énergie cinétique, c'est une autre relation. Tu vois, je t'en donne deux. Évidemment, tu peux la calculer en faisant énergie cinétique finale, donc au point B, moins énergie cinétique initiale, donc au point A. Donc en fait, tu connais deux façons de calculer une variation d'énergie cinétique. Encore une fois, dans un exo, ça peut te servir à retrouver la valeur d'une force, par exemple, mais ça peut servir à d'autres choses. Ok? Donc ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Et maintenant, pour finir, je vais te parler de variation de l'énergie mécanique. Il y a deux cas de figure. Soit ton système est soumis à des forces
non conservative. Alors force non conservative, si tu veux bien, je vais l'écrire FNC parce que ça commence à être pénible à écrire non conservative. Soit ton système est soumis à des forces non conservatives qui ne travaillent pas, ça veut dire leur travail est nul, ou il n'est soumis à aucune force non conservative. Donc s'il est soumis à des forces non conservatives qui ne travaillent pas, dont le travail est nul, ou s'il n'est soumis à aucune force non conservative, dans ce cas-là, l'énergie méca se conserve. Et ça veut dire que la variation de l'énergie méca, elle vaut 0. Ok? C'est-à-dire que EMA moins EMB moins EMA sera égal à 0. Ok? Elle se conserve tout le temps dans ton système. Donc ça, c'est le cas où ton système est soumis à des forces non conservatives qui ne travaillent pas ou s'il n'est soumis à aucune force non conservative. Maintenant, si il y a des forces non conservatives qui travaillent, dans ce cas-là, la variation de l'énergie mécanique du système entre A et B se calcule en faisant la somme, donc sigma c'est pour dire la somme, des travaux de toutes les forces non conservatives de ton système sur le trajet AB. Somme des travaux de toutes les forces non conservatives. Par exemple, si tu as une force F1 non conservative et une force F2, bah, tu vas garder le travail de la force F1, le travail de la force F2, tu vas les ajouter et ça sera égal à la valeur de la variation de l'énergie mécanique. Ok? Bon, après ça, de toute façon, là, je t'ai fait le cours, mais tout ça, ça s'applique. Hein. Évidemment, le but, c'est pas que tu apprennes par cœur tout ce que je viens de te raconter et que tu dises chouette, je vais aller faire le DS. Parce que là, va même pas faire le DS, ça sert à rien. Reste dans ton lit. Ça, tu dois l'appliquer tout ça. Tout ce que je t'ai raconté, il faut que tu ailles faire des exos dessus. D'accord? Donc n'hésite pas à compléter cette vidéo avec ma fiche synthèse. Comme ça, tu as un beau déroulé de tout ce que je t'ai raconté. Je vais remettre de toute façon la même chose sur la fiche. C'est la même chose que tu vas voir dessus. En tout cas, moi, je t'ai raconté à peu près tout ce qu'il fallait. Les types d'énergie. Ensuite, je t'ai parlé du travail d'une force, à quoi ça correspond concrètement. Transférer l'énergie à un système. Je t'ai expliqué pour le poids que c'était une force non conservative, et je t'ai fait la démonstration pour trouver l'expression du travail du poids, te montrer que ça ne dépend que des altitudes initiales et finales. Je t'ai montré le théorème de l'énergie cinétique et on a parlé de la variation de l'énergie mécanique dans les deux cas qu'il faut que tu connaisses. Ok? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle te permet de mieux comprendre ton cours, que tu aimes bien travailler avec ces vidéos-là. Si c'est le cas, n'hésite pas à les partager, à les diffuser autour de toi. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu suis mon travail, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure et puis tu fais partie aussi de cette petite aventure de cette chaîne YouTube. D'ici là, travaille bien, bonne motivation, à la prochaine, ciao!